Bon, je suis impressionné là quand même, hein. Il manque les strapontins sur les côtés. C'était très sympa d'avoir à 10 heures le matin, tout le monde est, beaucoup de gens sont là. Donc je crois qu'il n'y a plus de place, mais il y a un peu de place sur les côtés. S'il y en a certains qui veulent rentrer, il y a un peu de place sur les côtés. Alors, c'est ma deuxième fois en fait sur ce salon. Et je suis ravi d'être là et merci pour l'invitation, Karen. C'est un plaisir de pouvoir parler. Alors, je ne vais pas parler spécialement de tech. Je laisse la place à certains d'entre vous et à certains intervenants qui vont parler de tech après. Mais mon objectif est plutôt de vous parler d'hôtellerie, de restauration et de comment la tech peut nous aider, surtout à continuer à surfer sur cette vague que nous avons reprise depuis l'après-Covid, mais surtout vous faire un peu un état des lieux des grandes tendances que Accor voit. Donc, comme Karine vous l'a expliqué, je suis en charge du groupe pour la région Europe-North Africa, donc c'est près de 3000 hôtels. Donc on a beaucoup de pays, beaucoup de tendances, beaucoup de marques, et donc nous voyons beaucoup de tendances bien sûr nous impacter. Et donc voilà, il m'a été demandé pendant une vingtaine de minutes d'échanger avec vous comment cet impact, cette évolution de notre industrie, notre métier de restaurateur, d'hôtelier, de cafetier, de barman est influencé par l'après-Covid et par la tech. Alors ça fait 30 ans moi que je travaille dans cette industrie, donc j'ai commencé vraiment à la base et je suis un passionné de restauration, un passionné de food. Donc c'est pour ça quand j'ai reçu l'invitation, j'ai de suite accepté en disant le F&B ça a été mes débuts de carrière, donc j'ai voulu échanger quelques mots avec vous. Alors j'ai quelques notes parce que comme je suis pas complètement hermétique à préparer à répondre à toutes vos questions. J'ai pris quelques notes pour être sûr de vous donner quelques éléments que nous avons récupérés avec mes équipes sur ce qui se passe sur le marché. Alors, d'abord, j'ai mis deux mots là, que vous avez ici, qui me semblent importants. Donc, c'est peut-être un retour en arrière à 2-3 ans, mais le mot résilience, là, que vous avez ici, et le mot audace. Quand je dis résilience, c'est parce que si vous regardez 40 ans d'histoire, en 40 ans d'histoire dans le tourisme et l'hôtellerie, et que vous faites une ligne droite, vous avez quasiment 4 à 5% de garantie tous les ans sur le tourisme mondial, l'évolution du tourisme mondial depuis 40 ans. Malgré les crises, malgré ce qui s'est passé avec les tours jumelles, malgré le Covid qui nous a fait faire une chute de près de 80%, vous reprenez la courbe et tout d'un coup ça revient à un niveau équivalent à 4-5% de croissance par an. Donc une résilience incroyable, malgré les crises, nous revenons et nous rebondissons et à chaque fois avec une nouvelle énergie et c'est ce qui s'est produit, vous l'avez vécu depuis 2-3 ans et on l'a vu très bien en France et en Europe depuis l'après-Covid en 2022. Donc résilience pour moi important. Audacité, j'ai mis audacité ou audace parce qu'il y a eu un tas de choses qui se sont produites depuis le retour de notre industrie. Avec, on peut regarder les exemples, les étoilés Michelin et des restaurants de quartier ou des brasseries qui se sont mis à faire des ventes à emporter. Avec finalement une nouvelle manière de recruter nos talents. Nous avons dû trouver des nouvelles manières de trouver des salariés, ou de trouver des artistes, comme on les appelle chez Accor, ou des salariés. Nous avons dû dématérialiser, si vous vous rappelez bien, toutes les cartes de restaurant. Ça semble il y a 20 ans, c'était il y a 3 ans. Hein. Qui pouvait imaginer avoir il y a 3 ans toutes les cartes dématérialisées et un QR code? Et aujourd'hui, le QR code, finalement, on s'est rendu compte que ça avait un autre impact que uniquement les impacts sanitaires, mais aussi ça avait un impact finalement assez efficace de pouvoir immédiatement changer nos cartes sans avoir à tout rechanger, sans avoir à tout réimprimer. Ça avait un impact au niveau développement durable. Donc on se rend compte qu'avec de nouvelles idées, de nouvelles technos, nous avons réussi à transformer avec pas mal d'audace certains aspects de notre industrie. Donc voilà, ça nous a permis de repenser pas mal de nos modèles. Et je voulais échanger plus particulièrement sur quatre impacts, ou 4 convictions en tout cas qui nous guident chez Accor et des tendances de fond que nous avons observées sur quasiment tous les métiers et sur quasiment toutes les marques que nous opérons aujourd'hui. Et je vous l'ai dit, c'est près d'une quarantaine de marques. Et je ne vais pas parler spécialement que d'Accor. Hein. L'idée, c'est d'élargir un peu le débat et de parler de l'industrie en général. Alors la première conviction ou la première modification et où la tech va avoir certainement un impact, c'est que nous avons déterminé qu'il est nécessaire de créer un lien et un lien sincère avec toutes les cultures et avec les communautés locales. C'est devenu indispensable pour le voyageur, pour l'ensemble d'entre nous. Donc le lien sincère, ça semble un peu galvaudé, un peu évident de dire ça, mais j'ai quelques statistiques ici. 37% des voyageurs partagent que leur souhait, lors de leur voyage, de se connecter davantage avec les cultures locales et les communautés locales.
Le voyageur qui partait avant dans un resort ou même dans un endroit avec l'idée de rester complètement enfermé dans son lieu, c'est devenu de moins en moins courant. Vous avez besoin de vous connecter, de découvrir, d'en tirer quelque chose et de revenir avec une expérience totalement innovante. Et là, nous avons une chance énorme, parce que s'il y a bien une industrie, et c'est assez unique, qui a une ouverture 7 sur 7, 24 sur 24 avec quelqu'un à l'accueil, c'est l'hôtellerie et la restauration. Disons l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, c'est quand même unique. Vous êtes le seul établissement dans le monde entier où vous êtes sûr d'avoir 24 sur 24, 7 jours sur 7, quelqu'un, théoriquement avec le sourire, qui va vous accueillir. Donc c'est un élément unique qui nous permet de devenir le poumon, l'ancrage d'un quartier. Donc quand un hôtel était considéré comme un endroit presque inaccessible il y a 10 ans, où finalement rentrer dans un hôtel pour quelqu'un dans le quartier était presque surprenant. C'était plutôt pour quelqu'un qui voyageait et qui avait une réservation hôtelière. On est en train de complètement inverser la chose et de devenir finalement un peu le centre, ou l'un des centres, et de s'intégrer complètement à la culture locale. Donc ça, c'est un élément important où le voyageur finalement va dans un hôtel et va rechercher mais aussi le local, le voisinage, le boucher du quartier, la personne qui habite dans un immeuble juste à côté de l'hôtel ou du restaurant, va finalement de plus en plus utiliser l'hôtel comme un hub central, ce qui n'était pas envisageable auparavant. Donc c'est pour ça que je parle de culture locale et de remettre de la sincérité. Pour mettre de la sincérité et de l'authenticité dans ce que nous faisons dans notre métier, j'ai mis ici comment est-ce qu'on peut faire 3 tendances ou 3 points importants. La première chose, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé depuis que nous avons repris nos activités il y a 3 ans, parce que nous avons perdu jusqu'à 80% de nos salariés dans les hôtels, dans les restaurants, dans les cafés. Et beaucoup ont découvert de nouveaux métiers. Beaucoup se sont dit finalement, c'est dur. Hein, l'hôtellerie, la restauration, je travaille tard. Et donc finalement, certains sont revenus. Je dirais que de plus en plus reviennent et se rendent compte que finalement, c'était pas si mal que ça. Ça a aussi obligé, nous, les hôteliers, les restaurateurs, à revoir un peu nos conditions de travail, la flexibilité, parfois les salaires, pour attirer de nouveaux collaborateurs. Mais ça a surtout attiré de nouvelles passions, de nouvelles personnes. Et quand je dis de passion, ça veut dire qu'on ne recrute plus uniquement sur la formation, sur le CV, sur une école hôtelière, sur quelqu'un qui connaît la restauration. Mais on se retrouve de plus en plus à avoir des CV qui reviennent au-dessus de la pile, qui sont des gens qui ont une passion, qui ont une envie, qui ont découvert la restauration ou l'hôtellerie à travers un show télévisé, ou qui ont envie de faire des cocktails parce qu'ils aiment bien faire des cocktails et ils ont découvert la mixologie, ou parce qu'ils ont simplement envie de travailler dans un hôtel parce qu'ils ont découvert que l'accueil, c'était leur passion. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui un moyen de remettre de la sincérité ou ce qu'on appelle du genuine en anglais, à travers des nouveaux collaborateurs qui s'intègrent dans nos restaurants et dans nos hôtels et dans nos cafés. Je retrouve de plus en plus dans nos hôtels des collaborateurs qui sont là, qui travaillent 3 jours par semaine, que le soir, étudiants ou qui ont un autre métier et qui se disent j'ai envie de venir travailler 3-4 jours par semaine. Et il va falloir qu'on s'adapte à cela parce que ça veut dire que ça bouleverse nos manières de fonctionner, ça bouleverse les grilles de salariés ou les grilles d'organisation. Donc la tech va devoir nous aider là-dessus. Comment est-ce qu'on organise le recrutement et en même temps l'organisation de personnes qui viennent travailler peut-être 4-5 jours par semaine et non plus classiquement. Donc ces nouveaux types de collaborateurs, je vais vous donner un exemple très concret, on les trouve aussi de manière assez différente dans les manières de recruter. Nous avons lancé il y a 3 jours une opération à Nice, que nous avions fait déjà à Paris, et que nous avons fait aussi en Belgique l'année dernière, que nous appelons Job at Talent. Job at Talent, c'est-à-dire que pas de CV, pas de nom, journée de recrutement sur 10 hôtels, et nous demandons à des personnes de se présenter et de prendre un job pendant 24 heures ou pendant 8 heures. Barman, serveur, gouvernance, restaurant, café, cuisine. Et au bout de 8 heures, on voit si, la personne s'adapte, si, elle est au niveau, et on en recrute, en général, entre 15 et 20%. Alors, on va dire qu'un tiers, au bout d'une semaine, s'en va, parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils pensaient, ou parce que ce n'est pas du tout ce que nous pensions. Mais ça vous montre une idée des personnes qui n'avaient pas accès à cette industrie-là, et qui sont sincères, qui ont envie de donner, et qui ont la passion pour l'hôtellerie, qui deviennent finalement de nouveaux collaborateurs. Et vous en verrez de plus en plus, et ce n'est pas que chez Accor, c'est dans pas mal de restaurants. Le deuxième point, quand je parle de sincérité, donc je parlais des collaborateurs, c'est la capacité à intégrer le tissu local. J'en ai parlé un petit peu auparavant.
Mais quand je dis intégrer le tissu local, c'est les producteurs locaux. Donc là, vous avez quelques images. Hein. Quand on parle des abeilles, quand on parle de quelques producteurs locaux, c'est arriver à réduire le fameux chemin que va prendre un aliment pour venir d'un point de production à un point de consommation. Ça semble simple, c'est pas si simple que ça. Nous avons par exemple un groupe d'hôtels que nous appelons les hôtels Grit chez Accor, donc une chaîne d'hôtels, où c'est exactement le motto de cette chaîne d'hôtels, c'est de l'économie circulaire, c'est de la rénovation de produits existants et c'est de la consommation locale. Moins de 50 km. Donc le miel, le beurre, même le café, on essaie de voir si on peut arriver à produire en local, mais des épices, des herbes. Donc cette nécessité de faire fonctionner le producteur local, de donner du sens, à nouveau cette sincérité, c'est un élément de tendance très forte et qui va s'accélérer à mon avis de manière assez conséquente sur les prochaines années. Et c'est dans beaucoup de restaurants qui sont aujourd'hui en train de surfer dans cette nécessité d'authenticité et de sincérité. Le troisième point que j'ai noté sur la partie sincérité, c'est la capacité pour des restaurants, des bars, des hôtels à fournir des services additionnels. Je parlais tout à l'heure du poumon de la ville ou du poumon d'un quartier, mais pendant le Covid, on l'a vécu. J'ai 2-3 exemples ici. Le restaurant Un Air de Famille, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un restaurant qui a fait un peu de buzz sur les réseaux sociaux, c'est dans le Cantal. Hein. Il s'est sauvé pendant le Covid en devenant un multiservice. C'est devenu une épicerie du coin. Donc au lieu d'être un restaurant, il commençait à fournir du pain et des services ponctuels. Vous avez des concepts comme Jogging ou l'Idéal à Marseille qui mêlent restaurant et boutique épicerie. C'est-à-dire ça devient encore une fois un point central. Nous, par exemple, dans des hôtels, nous sommes en train d'installer des machines à laver, des lavomatiques ou même des photomatons dans les hôtels pour que derrière, des personnes viennent, consomment, utilisent nos restaurants, utilisent nos bars, mais viennent pour un autre objectif au début. Donc il y a tout un tas d'activités comme ça qui sont en train de se produire, où les restaurants et les bars deviennent des poumons et essaient de fournir un service authentique et sincère assez local. Voilà, tout ça, bien sûr, ça dynamise la régionalisation et le côté local. Donc ça, c'est un point numéro un que je voulais, une tendance numéro un, cette nécessité d'ancrage et de sincérité et d'authenticité. Le deuxième point, tu mets sur le deuxième slide, c'est on vient désormais dans un hôtel plus que pour y dormir. Avant, on venait essentiellement pour dormir. On a même des statistiques là-dessus. Il y a 10 ans, 70 à 80% des clients qui franchissaient une porte d'hôtel venaient pour dormir à l'hôtel. Aujourd'hui, dans une ville centrale, on est à moins de 30%. Quand je dis une ville centrale, dans un hôtel, dans une ville, c'est moins de 30%. C'est-à-dire que vous avez 70% des gens qui vont rentrer dans un hôtel, qui vont ou consommer au bar, ou au restaurant, ou travailler dans un coworking space, ou attendre un ami. Et donc l'impact, l'influence qu'aura ce qu'on appelle le social hub ou la partie commune de l'hôtel-restaurant est fondamentale. C'est 30%. Alors bien sûr, si vous êtes à l'écart dans la ville, ce n'est pas la même chose, mais ça veut dire que, encore une fois, les vies de quartier sont fondamentaux. On vient aujourd'hui dans un hôtel pour y vivre. Et donc c'est aujourd'hui plus de 25% qui aujourd'hui choisissent un hôtel en fonction de l'ambiance, le décor, la musique, la lumière, l'accueil, le food. Donc ça va bien au-delà de ce que nous appelions les hôtels standardisés auparavant, qui sont un peu aujourd'hui devenus désuets. Mais 3 exemples que je voulais vous montrer ici et qui montrent cette tendance de fond. Le premier, c'est la croissance des hôtels qu'on appelle les hôtels boutiques ou des hôtels collection. Vous voyez partout dans tous les groupes hôteliers. Alors nous, chez nous, il y a Unwritten, il y a M Gallery, mais vous avez aussi Curio, vous avez Tapestry dans d'autres groupes hôteliers. Donc tous les groupes sont en train de se développer pour essayer de créer des ambiances et des collections d'hôtels qui sont loin de la standardisation que vous aviez connue auparavant. Mais ce n'est pas que dans les hôtels, même dans les restaurants. Aujourd'hui, l'ambiance et la notion de collection se développent. Quand vous regardez ce que fait Big Mama, vous regardez Paris Society. Paris Society, c'est presque 40 restaurants, tous avec des ambiances différentes, très peu de standardisation. Chaque établissement est un établissement unique qui va vous créer une ambiance marocaine, japonaise, italienne, en fonction du site. Donc cette notion de vraiment de vivre une expérience où l'ensemble des éléments de décoration, de design, de lumière, musique et de qualité de nourriture est devenu un élément fondamental dans le choix du consommateur.
La deuxième tendance, en dehors de la notion de collection, c'est ce qu'on appelle la tendance du bleisure. Alors certains connaissent très bien ce terme, d'autres un peu moins. Bleisure, business and leisure. Ça a été créé il y a presque 7-8 ans déjà aujourd'hui. Mais ça consiste à considérer le consommateur non plus comme un segment, ceux qui ont fait les écoles de marketing ont dû connaître, le segment business, loisirs, MICE, le segment petit meeting, etc. dans l'hôtellerie, tout ça, ça n'existe plus. Le consommateur aujourd'hui, étend son séjour, reste 5-6 jours parfois dans un hôtel, 2 jours en business, 2 jours en loisirs, sa famille le rejoint le week-end. Donc la notion de bleisure est très compliquée à mettre en œuvre dans un hôtel. Ça veut dire que vous ne choisissez plus un hôtel parce qu'il est pratique et que je vais dormir et je veux la même chambre partout et je me fiche un peu du restaurant. Vous choisissez un hôtel dans lequel je vais pouvoir rester 4 jours, dans lequel ma famille ne peut pas pouvoir me rejoindre, où il y a éventuellement un spa sympa, ou un restaurant sympa, un bar sympa. Donc une ambiance. Et donc le consommateur n'est plus un businessman ou un businesswoman ou quelqu'un qui vient en loisir en short, il se mélange complètement. Et ça impacte beaucoup. Les frontières sont extrêmement floues. On n'arrive plus à distinguer qui vient travailler, qui vient à titre personnel. Et on arrive à voir souvent des personnes qui viennent bosser 2-3 jours et qui, dans la même journée, vont s'arrêter 2 heures. C'est mon cas. Je vais m'arrêter 2 heures dans une journée de travail. J'ai pourquoi pas faire une séance de sport ou faire autre chose, ou visiter un musée parce qu'il y a un musée à côté à voir intéressant. C'était inenvisageable il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, 4 ans. La notion de temps complètement mélangé, loisirs et business, où la même chose s'applique le week-end. Je viens le week-end, je peux très bien avoir 1 ou 2 réunions de travail et je veux avoir un espace calme où j'ai de la tech qui va m'aider à pouvoir avoir un espace où je peux me connecter via un Teams ou un Zoom avec de la qualité, avec du Wi-Fi, avec de la techno qui me permet de bien me connecter. Donc c'est important de comprendre que le consommateur n'est pas en train d'évoluer de manière ponctuelle pour s'adapter, mais c'est vraiment pour moi de manière pérenne. C'est une modification de fond qui est en train de se produire au niveau de ces consommateurs qui mélangent complètement leur vie entre le coworking, le travail, le loisir, le sport et le culturel. Même les cafés, quand vous voyez tous les cafés aujourd'hui, dans lesquels vous vous arrêtez pour télétravailler, on ne veut plus un café, on ne prend plus un café de la même manière. On va rester peut-être 2 heures, on va éventuellement même acheter un package de 7-8 euros et avoir un Wi-Fi de plus grande qualité. Donc il faut que le Wi-Fi ça soit adapté pour fournir dans ces cafés ou dans ces restaurants un Wi-Fi de meilleure qualité. Ça veut dire que le temps que je vais passer dans un lobby, dans un restaurant, dans un café, a quasiment doublé par rapport à ce qui se passait il y a 10 ans. Donc quand on dit que je double le temps, il faut que ce soit un temps agréable. Il faut que j'ai un design sympa, il faut que j'ai envie de rester, il faut que j'ai une tech qui fonctionne, un service sympa, mais je reste 2 fois plus de temps en moyenne aujourd'hui que ce que je passais comme temps il y a à peu près 10 ans. Je vous donne un exemple très concret, là je reviens chez Accor. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Hoxton, mais c'est le succès d'Hoxton. Donc moi j'adore aller travailler à Hoxton. Il y en a un sur Paris, il y en a un sur Londres, 2 sur Londres, même 3 sur Londres. Vous allez passer 3 heures, 4 heures facilement dans un Hoxton. C'est pas bon marché. Les nuits d'hôtel coûtent assez cher, mais je peux vous garantir que c'est bondé. Et c'est bondé de 8 heures le matin jusqu'à 23 heures. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer une ambiance qui le matin est plutôt ambiance café, grab and go, et vous prenez un café croissant et vous bossez pendant 2-3 heures. À midi, ça devient un déjeuner, vous allez prendre quelques plats partagés ou un plat rapide. Et le soir, ça devient un bar, mixologie, change la musique, change l'ambiance, on baisse les lumières, c'est le même espace. Donc c'est là, encore une fois, où la tech et la flexibilité de la food aussi est très importante pour pouvoir arriver à créer dans un même espace 3-4 ambiances différentes en fonction de l'heure de la journée. Et c'est ce que je pense Hoxton a bien réussi à faire. Et le dernier élément que je mettrai sur cette tendance que je vous disais d'hôtel où on vient pour vivre, c'est la tendance aussi des tables d'hôtes. Donc j'ai quelques exemples ici, mais vous voyez toutes ces tables d'hôtes qui sont en train de s'installer dans les restaurants. Je ne sais pas si vous connaissez la baignoire à Paris, c'est un bon exemple. Donc on m'a mis là-dessus, que j'ai visité il y a 15 jours. Donc vous avez des grandes tables communes. C'était inenvisageable non plus il y a quelques années. Maintenant vous vous retrouvez avec des gens que vous ne connaissez pas. Et donc cet esprit de convivialité et de vivre en commun est en train de se développer encore plus. Troisième conviction. Plus que jamais, donc je l'ai évoqué maintenant, je ne vais pas me répéter, mais le restaurant et le bar sont devenus l'âme et le cœur
de l'hôtel. Donc, et je ne parle pas d'un hôtel avec restaurant, je parle vraiment d'un restaurant dans les hôtels. C'est très différent quand on dit restaurant dans les hôtels et un restaurant d'hôtel. Vous avez de plus en plus de restaurants aujourd'hui qui s'installent dans les hôtels. Alors, je prends l'exemple Quindici. Si vous allez au Novotel Vaugirard, vous avez un Quindici qui est un hôtel. Vous ne savez plus que c'est un hôtel. Vous rentrez dans un restaurant et vous avez un hôtel au-dessus. Si vous allez chez Frenchy, c'est un exemple, c'est Grégory Marchand qui a ouvert ça au Regina à Biarritz. Pareil, vous avez un restaurant qui s'est installé extrêmement fameux. Vous avez le 21e restaurant du chef Morimoto, qui s'est installé au Mondrian de Bordeaux. Donc tout ça, cette tendance que vous connaissez pour certains d'entre vous, ce sont des restaurants qui se sont installés, qui ont un vrai nom et qui sont devenus des faire-valoir et qui sont devenus le cœur du centre. Ça fait partie de l'expérience vraiment de l'hôtel. Des bars aussi qui sont devenus des endroits centraux. Plusieurs exemples de bars où vous rentrez dans un bar, vous ne savez pas qu'il y a un hôtel derrière et la réception est indiquée sur la gauche. Je me rappelle, il y a 10-15 ans, ou même il y a 30 ans, quand j'ai commencé dans l'hôtellerie, il était fondamental d'ouvrir la porte et de rentrer dans une réception avec des réceptionnistes, avec un concierge. Mais vous avez de plus en plus d'endroits où vous rentrez soi-disant dans un hôtel, mais vous avez un espace commun, un bar, un restaurant, un coworking space. Et pour aller à la réception, il vous est indiqué montez au 2e étage. Ou réception, pour ceux qui dorment aussi à l'hôtel, à gauche. Ça n'est même plus visible. C'est devenu presque caché. Donc c'est quand même une tendance intéressante qui montre, encore une fois, l'importance de l'hôtel et du restaurant. Un élément important aussi dans cette... quand je dis que le bar et le restaurant est devenu le centre, c'est tout ce qui est événementiel autour des restaurants et des bars. Comment est-ce qu'on peut faire rentrer, puisque nous avons maintenant des espaces qui sont en train de se développer, comment est-ce que nous pouvons faire rentrer les événements dans les hôtels? Et là, je prends l'exemple du Paris 2024. Nous avons la chance d'avoir les JO qui arrivent dans quelques semaines, quelques mois on va dire, mais presque quelques semaines. Il va falloir que l'on profite de ça pour montrer une France, un Paris extrêmement dynamique, sportif, avec des restaurants et des bars qui vont monter, non pas à 30% dans l'hôtel et 70% en restauration, mais peut-être que seulement 10% des clients qui vont rentrer dans l'hôtel iront dormir et 90% des clients viendront passer un moment dans un hôtel pour profiter du bar ou d'un match ou d'une épreuve de Jeux Olympiques. Donc amener de l'événementiel ou amener de l'expérience de l'extérieur dans un hôtel, ça fait partie aussi des éléments fondamentaux pour que le cœur de l'hôtel soit le restaurant et le bar. Dernière tendance. Je vais respecter mon timing. Il me reste quoi, 5 minutes, 6 minutes? Il me reste combien? 2 minutes. Je vais finir sur un élément. C'est la dernière tendance, mais c'est la plus importante, ou peut-être une des plus importantes, c'est la sustainabilité ou le développement durable. On ne peut plus aujourd'hui envisager dans notre métier du food ou de la restauration ou de l'hôtellerie, ne plus intégrer le développement durable au sens large, comme un élément fondamental. 70% des clients aujourd'hui considèrent que le développement durable dans leur choix est un élément déterminant. 70%. C'était quasiment zéro il y a quelques années. Et je ne parle pas de développement durable de manière non concrète, je parle de choses très concrètes. La décarbonation, donc l'impact carbone, l'élimination du plastique à usage unique. Donc ça, beaucoup d'hôteliers ont vraiment supprimé et ont remplacé par du carton ou tout simplement éliminer certains éléments pour éliminer le plastique à usage unique. C'est le gaspillage. Donc là, je vois quelqu'un que je connais bien qui s'occupe de Full Soon ici, dont je parlerai juste après. Mais le gaspillage alimentaire, c'est un élément fondamental. Comment réduire 30, 40, 50% du gaspillage? Et là, la tech a un vrai enjeu. Bon, je prenais l'exemple de Full Soon parce que avec l'intelligence artificielle, vous avez plusieurs sociétés qui se sont créées et qui nous aident à réduire, à la fois à réduire pour nous, hôteliers, notre coût matière, mais aussi à réduire pour l'impact que cela peut avoir pour le consommateur, la dépense alimentaire ou le gaspillage alimentaire. Donc Full Soon, par exemple, prévoit à l'avance, en fonction de tout un tas d'éléments, la météo, les événements qui vont se produire, l'historique de réservation, va vous dire, votre restaurant, après-demain, va faire 37 couverts. Alors au lieu d'acheter pour 50 personnes, vous allez acheter pour 37. Et leur taux de fiabilité est extrêmement efficace. Tu me diras si j'exagère, mais autour de 90%, voilà, 93% de fiabilité. Donc c'est phénoménal. Ça veut dire que moi, en tant que restaurateur, je me dis, je vais utiliser cette solution et puis derrière, je vais pouvoir vraiment commander en fonction. Mais vous avez aussi d'autres solutions comme Orbix,
Orbisque ou Wino, qui sont installés dans d'autres hôtels ou dans d'autres restaurants, qui permettent, en analysant visuellement les assiettes qui reviennent en plonge, il faut dire voilà ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ce qu'il faut changer à la fois dans la quantité que vous servez, avec des balances connectées, et à la fois dans ce que vous commandez. Ça ne marche pas, vos brocolis à vapeur, ça ne fonctionne pas. Changez, faites autre chose. Mais ça permet d'éliminer un tas de dépenses alimentaires. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, vous voyez le lien entre la tech et le food. Je conclurai par cela, mais ça se voit peu vis-à-vis du client, mais ça se voit beaucoup au niveau de notre PNL, et ça se voit aussi beaucoup au niveau de l'impact écologique. Ce qui se voit plus au niveau du client, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est par exemple les QR codes pour les menus. C'est aussi ce que vous indiquez sur vos plats, quand vous indiquez l'impact écologique entre manger un steak ou manger un poulet ou manger comment vous sensibilisez le consommateur, comment vous sensibilisez aussi les enfants. Donc nous avons un rôle, une responsabilité aussi qui va bien au-delà pour sensibiliser à la santé, à la qualité d'un plat, à la mauvaise qualité de notre plat. Donc je pense qu'on a un rôle d'éducation assez important à jouer pour sensibiliser sur les bonnes pratiques et sur tout ce qui touche au développement durable. Voilà, je conclurai là-dessus en disant, j'ai essayé de vous amener quelques éléments plutôt de tendance générale et de faire un lien avec le food et la tech. Mais en conclusion, à travers tout ce que nous observons depuis maintenant quelques années, on est vraiment rentré dans une hospitalité qui a changé. Une hospitalité qu'on appelle l'hospitalité augmentée, qui va bien au-delà, pour nous, de la simple fonction de dormir ou de se restaurer. On a un rôle beaucoup plus prépondérant que ce que nous pensions et que de ce que nous avions auparavant. Et notre métier est en pleine transformation. Ça veut dire qu'on regagne de l'attractivité. Quand je vois le nombre de personnes ici, ça le démontre, mais ça le démontre aussi dans le nouveau type de consommateur et le nouveau type de collaborateurs que nous arrivons à recruter. Donc on valorise beaucoup plus les personnalités, on valorise beaucoup plus la singularité et le genuine, hein, le côté authentique et sincère des collaborateurs. Donc on change vraiment notre manière de fonctionner. L'ambiance, comme je vous l'ai dit, donne vie à nos espaces et permet d'avoir des hôtels et des restaurants qui deviennent un vrai lieu de vie local. Et la technologie, la tech, elle simplifie tout simplement le quotidien à la fois de nos collaborateurs et de nos clients. Et donc c'est devenu un élément important pour pouvoir prendre plus de temps dans la relation humaine et le partage. Qu'est-ce que recherchent sur le fond nos voyageurs, nos consommateurs, qu'ils soient locaux ou internationaux? On utilise la tech aujourd'hui pour évidemment améliorer ou augmenter ou faciliter la relation entre l'humain et le partage entre les humains. Donc voilà, donc je pense que notre industrie démontre aujourd'hui une certaine audacité, je reviens à mon mot initial, et une certaine résilience. Et je pense qu'on n'en est qu'au début, mais les grandes tendances que nous voyons depuis quelques années vont avoir un impact pour de très très longues années. Merci à tous. Merci beaucoup, Patrick.